Conversation d'avenir, aujourd'hui avec Gabriel Bannon, expert en géopolitique. Gabriel Bannon, bonjour. Bonjour. Le jour J pour Donald Trump est arrivé. C'est le moment de son investiture à la Maison-Blanche. Un premier commentaire? Aujourd'hui, il prête serment. Donc, serment à la Maison-Blanche, est-ce que c'est aujourd'hui que la face du monde va changer? Voilà, la face du monde, elle a commencé déjà à changer parce qu'il ne sait pas, il a été impatient et il n'a pas attendu d'être investi pour interférer dans la marche j'allais dire, du monde, entre guillemets. Non, c'est vrai que la minute de vérité va commencer et on va voir. D'abord, est-ce qu'il profitera des classiques 100 jours de lune de miel avec l'opinion? Ça démarre mal parce qu'aucun président élu n'a commencé sa mandature avec un taux de 40% seulement de notoriété, de satisfait par rapport à son élection. Est-ce que Donald Trump aujourd'hui qui va devenir donc officiellement le président de la première puissance militaire et commerciale au monde, va être un Donald Trump qui va être différent de celui qu'on a connu pendant la campagne électorale et surtout celui qu'on a connu entre son élection et son investiture aujourd'hui, où il a communiqué essentiellement d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Alors d'abord, je voudrais faire une correction. L'Amérique est indébutablement la première puissance militaire au monde. Puissance économique, là, on peut se poser la question parce que je crois quand même que la Chine est aujourd'hui la première puissance économique. Alors, oui. D'où les charges de Donald Trump à l'égard de la Chine, d'ailleurs. Voilà. Alors, d'ailleurs, on dit, beaucoup de personnes parlent d'une guerre imminente, etc. Non, il va y avoir une guerre économique. C'est celle-là. Et celle-là... Entre les États-Unis et la Chine. Entre et le reste du monde. Il ne fait pas de quartier, j'allais dire. Non, parce que il veut redonner la position justement de puissance économique aux États-Unis et donc son slogan « l'Amérique d'abord ». Donc il va à contre-courant de tout ce qui a été fait pendant les dernières dizaines d'années ou vingtaine d'années et il veut annuler des accords économiques qui existent aujourd'hui avec l'Europe, par exemple, qui existent avec... Est-ce qu'il va avoir la possibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump, en tant que président des États-Unis, avec le soutien du Parlement, du Congrès donc, américain, il sera en capacité de remettre à plat tous les accords commerciaux qui ont été mis en route et qui existent toujours? Tout à fait. Parce que le seul bémol que je mettrai à cette affirmation, tout dépend comment va réagir le Sénat et le Congrès derrière les positions du nouveau président. Est-ce que Donald Trump aura de toute façon une marge de manœuvre qui incombe à un président des États-Unis, c'est-à-dire revoir la tarification au niveau des barrières douanières? Je crois savoir qu'il n'est pas forcément obligé de passer par le circuit Sénat et Congrès pour cela. Est-ce que donc du coup c'est un levier qui pourrait actionner pour rendre beaucoup plus compétitif? Le président des États-Unis a moins de pouvoir qu'un président de la République française, par exemple. Le président des États-Unis n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas tout. La Constitution américaine a veillé à équilibrer sans arrêt l'exécutif et les autres organes comme le Sénat et le Congrès. Par conséquent, il ne peut pas grand-chose s'il n'a pas l'accord, l'appui du Congrès et du Sénat. Mais à l'état actuel des choses, il a avec lui une majorité républicaine. Alors, sur le papier, aujourd'hui, le parti a la majorité dans les deux chambres. Mais le parti, on l'a vu dans les dernières déclarations de certains, il y en a même qui ne vont pas assister aujourd'hui à la cérémonie. Donc le parti n'est pas entièrement derrière si je peux me permettre, il me semble que de mémoire, Gabriel Bannon, le parti républicain n'était pas non plus derrière Donald Trump lorsqu'il était candidat. Bien sûr, au contraire, il le combattait. Voilà, donc ça n'a pas empêché Donald Trump de gagner. C'est pour ça que Donald Trump investi président des États-Unis, même si effectivement il n'a pas tout son parti
et toute la logistique républicaine derrière lui, est-ce que pour autant il ne pourra pas mettre en place sa politique essentiellement économique qu'il souhaite? Oui, mais il doit tenir compte dans son exercice d'une chose dont on ne parle pas, c'est qu'il n'a pas eu le vote populaire. La candidate Hillary Clinton? A eu une majorité dans le vote populaire de 2 800 000 voix. Ce n'est pas rien. Mais elle a perdu. Elle a perdu par la loi électorale américaine. Parce que en réalité, ce n'est pas une élection au vote universel, mais c'est une élection à 2 étapes. On élit chaque État américain qui est gagné par l'un ou par l'autre a les grands électeurs. Mais les grands électeurs, la Californie par exemple, a 54 grands électeurs. L'Ohio a 5 ou 10. C'est-à-dire que c'est très déséquilibré. Alors, la stratégie qu'a développée Trump, c'était de travailler à fond les États où il y avait des grands électeurs, et pratiquement, c'est comme quand on passe le bac, on fait l'impasse sur des matières, pratiquement il a fait l'impasse sur un certain nombre d'États. D'où la majorité populaire acquise par Hillary, mais qui a perdu sur le nombre des grands électeurs. Donc il a fait preuve d'un fintech. Oui, c'est un bon stratège. Donc est-ce que du coup, en tant que président des États-Unis, avec son nouveau costume, il ne va pas aussi user de cette technicité? J'ai réussi aux élections, donc je vais réussir aussi à relever et redonner des couleurs aux États-Unis, le pays qu'il dirige, et redonner aussi, surtout, la fierté, parce que c'est son discours, aux Américains. Oui, alors la question qu'on peut se poser, pour ceux qui sont opposés à Trump, ou disons inquiets, ils espèrent que le fait de devenir président va changer l'attitude de Trump. Il est vrai que la fonction, voilà, il est vrai que la fonction, comme on dit, la fonction crée l'organe, qu'on a vu beaucoup d'élus changer quand ils ont la lourde responsabilité de l'État. On ne parle plus de la même façon, on fait attention à beaucoup de choses qu'aujourd'hui, il ne fait pas attention. Il se livre à, j'allais dire, à une discussion de café du commerce de la même façon que si il était au Capitole. C'est la même chose. Alors, est-ce qu'il va changer? Beaucoup espèrent que la lourdeur de la fonction, le processus de décision, j'allais dire la routine de Washington va l'obliger à peut-être arrondir les angles. Mais sur le fond, je ne le crois pas. Quelles sont, selon vous, si on regarde un petit peu l'agenda de Donald Trump, ses priorités? Bon, il est surtout très avenant et très dynamique sur le terrain économique, puisqu'il veut redonner vraiment une force, ce que vous disiez, donc repositionner peut-être les États-Unis en tant que puissance dominante, d'un point de vue commercial et d'un point de vue économique. Quand on regarde de près les chiffres, les indicateurs, tous les indicateurs aux États-Unis sont pratiquement ouverts. On a vu que la présidente de la Fed hier a fait une sortie en disant qu'aujourd'hui la situation économique de l'Amérique était bonne, ce qui laisse d'ailleurs sous-entendre qu'il pourrait y avoir un relèvement des taux bancaires aux États-Unis. Est-ce que du coup Donald Trump aussi il hérite d'une économie américaine qui va mieux et que lui va vouloir renforcer aussi en relocalisant, réattirant un petit peu l'investissement américain en Amérique et aussi en incitant celles et ceux qui ont, j'allais dire, parqué de l'argent et du dollar américain en dehors des États-Unis, les repositionner aux États-Unis? Alors, il faut rendre, comme on dit, à César ce qui est à César. Obama a rétabli la situation économique et on ne peut pas nier que la situation économique américaine va mieux. Mais, et puis, il y a ce qu'on appelle le plein emploi chez un économiste. Quand on arrive à 4,5 de chômeurs, ça s'appelle le plein emploi. Mais cette amélioration et ce développement de l'économie américaine
n'a pas profité aux classes moyennes et au moins aux démunis. Elle a profité à une petite classe. Alors, c'est ce qui explique l'élection de Trump. C'est-à-dire, oui, la situation allait mieux, mais pas pour tous les Américains. La majorité des Américains ont eu leur pouvoir d'achat diminué et il y a le plein emploi, mais avec des emplois qui ne sont pas bien payés. C'est un peu le modèle américain, ça aussi. Voilà, oui, à l'échelle américaine. Voilà. Alors, bien entendu, c'est ce qui a fait que Trump a surfé sur ce sentiment, et on appelle ça populiste, on appelle ça nationaliste, on appelle ça ce que vous voulez. Patriotisme aussi. Oui, c'est comme ça qu'il est arrivé. Alors, aujourd'hui, les décisions qu'il a annoncées, économiques, je reste, sont, qu'on le veuille ou pas, très bien accueillies. On n'a qu'à voir la bourse américaine, qui, dès qu'il a gagné, a commencé à monter. Pourquoi? Les décisions, diminution des impôts de société d'une façon drastique. Même s'il avait annoncé 15%, de 20 à 15%, apparemment, ça serait autour de 17%. Donc, les marges bénéficiaires vont augmenter. La bourse ne s'est pas trompée et elle s'est mise à monter. Ça veut dire quoi, Gabriel Manon? Simplement que lorsqu'effectivement Donald Trump annonce une baisse de l'IS, l'impôt sur les sociétés, il y a par ricochet une caisse de. Enfin, ça résonne au niveau de la bourse de New York. Ça veut dire que Donald Trump, lui, il a une vision purement capitalistique. C'est de faire en sorte que l'entreprise et le capital se renforcent et gagnent de l'argent. Et que du coup, la bourse de New York, la bourse américaine, s'y retrouve. Oui, mais parce que, attention, la bourse réagit parce que des entreprises qui augmentent leur capacité de financement vont augmenter les investissements. Est-ce que ça se fait automatiquement? Voilà. Donc, Trump réagit comme un chef d'entreprise. Il est un grand chef d'entreprise qui a réussi. Il s'est cassé la figure plusieurs fois, mais ça, c'est typiquement américain et on repart. Et il est une des grosses fortunes mondiales. Donc, il a démontré que l'économie savait gérer. Alors, mais ce n'est pas la même façon de gérer une entreprise, même si c'est un conglomérat énorme, qu'un État. Alors, la question, le pari qu'il fait, en baissant et en donnant une capacité d'investissement aux entreprises, ils vont investir et ça va augmenter, ça va améliorer la lutte ou créer beaucoup d'emplois. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sa politique de pénaliser les produits fabriqués par les entreprises américaines à l'étranger. Et particulièrement en Chine d'ailleurs. Voilà, spécialement du Mexique. Donc, ça va inciter soit à arrêter ce qui a été déjà fait, des projets d'extension à l'étranger, soit même rapatrier certaines fabrications aux États-Unis. Donc, sa politique économique, elle est purement, j'allais dire, américanophile, égoïste, et son slogan « l'Amérique d'abord » va se confirmer dans tous les domaines, y compris dans le domaine de géopolitique. C'est-à-dire, y compris dans le domaine géopolitique, y compris, donc vous faites un lien aussi, quelque part, avec le jugement de valeur de Donald Trump à l'égard de l'OTAN, par exemple, oui, qui coûte cher pour les États-Unis, qui n'est pas forcément financé par alors, tous les pays cette histoire, qui profitent de la sécurité de l'OTAN. C'est un peu son oui, discours. mais l'histoire de l'OTAN, on dit, il a déclaré, c'est vrai, il a déclaré ce que les Américains, les responsables américains disaient tout bas depuis des années. Depuis des années, ils considéraient que l'Europe ne participait pas suffisamment et qu'après tout, la Deuxième Guerre mondiale est finie depuis longtemps et que par conséquent, l'OTAN, il faudra revoir l'OTAN parce qu'il n'est plus, ce n'est plus la réponse correcte avec les États-Unis. Ça doit être une réponse européenne. Il faut que l'Europe fasse elle-même les efforts pour sa propre défense. C'est-à-dire que l'Europe se dote de sa propre défense européenne. Alors, on a dit, et ces déclarations, les dernières de la semaine dernière,
disent que Trump est anti-européen. Mais la politique américaine, depuis des décennies, a toujours été contre la consolidation de l'Union européenne, contre une Union européenne forte. Donc c'est pas nouveau. C'est-à-dire que Donald Trump et les États-Unis n'ont jamais voulu ou jamais accepté, ou mais même ses prédécesseurs. Un contre-continent, en l'occurrence l'Union européenne, qui soit concurrentiel d'un point de vue économique. Exactement. Et De Gaulle considérait que l'Angleterre n'avait pas sa place dans l'Union européenne parce qu'il considérait que c'était un cheval de Troie des Américains. Ce qui est, dans les faits, a été confirmé souvent. Du coup, ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, le Brexit et la récente sortie, avant-hier, il y a de Theresa May, c'est de toute façon, est-ce que derrière, ça fait les affaires aussi, ça arrange Donald Trump? Oui, mais pas du tout, parce que la sortie de l'Europe, de la Grande-Bretagne, n'est pas bonne pour la politique américaine, en réalité, parce qu'il donne une indépendance nouvelle qui va s'accentuer, vous verrez, il va y avoir une dérive et de l'Union européenne, ce qui reste par rapport à la politique américaine. Donc pour vous, il y aura un risque de dislocage au sein même de l'Union européenne? Oui, par exemple, on a vu la France suivre l'Amérique sur la question des sanctions à la Russie et le reste de l'Europe, avec l'Allemagne en tête. Mais l'intérêt de la France n'était pas de suivre ces sanctions-là, mais c'était, j'allais dire, la discipline de l'époque. Aujourd'hui, ça va changer avec Donald Trump. Ça va changer. Aujourd'hui, la France, je n'avance rien de nouveau. La France, l'Europe, l'Amérique elle-même vont revoir cette politique de sanctions vis-à-vis d'une puissance comme la Russie. Donc Donald Trump, l'homme celui qui va remettre un peu d'ordre à l'ordre établi, ou celui qui effectivement, de toute façon, avec le temps, va se lisser? Mais il va bousculer l'ordre établi, c'est vrai, mais ça va donner la possibilité à la Chine de jouer au grand protecteur du système actuel. Justement, la Chine, vous évoquez la Chine, ça sera la thématique de notre prochain débat. Merci à vous, Gabriel Manon. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique.